Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin vidéo ou podcast, à voir comment vous avez envie de consommer la chose. Et finalement on est content, d'autant plus aujourd'hui, puisqu'on va aborder une nouvelle thématique, on va démarrer un nouveau format. Et ça faisait un petit moment qu'avec Alexis on se posait la question de comment le mettre en forme. Et je crois qu'on a en tout cas trouvé la première fois comment le mettre en forme cette fois-ci. Et aujourd'hui le format, ça va être de classer des montres d'une marque bien précisément, et une marque Alexis adore en plus de ça, donc ça va être génial. On va se marrer et on va commencer par classer les Rolex, classer les collections Rolex. Voilà, c'est un nouveau format, comme Jonas vous l'a dit. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Faut vraiment prendre cette vidéo et du coup ce format-là vraiment au 4e degré. Vraiment. C'est aussi l'avantage pour Jonas et moi et aussi pour vous de connaître notre réel point de vue sur les différentes collections Rolex. Mais voilà, faut plus voir ça comme du fun, pour se marrer un coup. Tout ça, c'est à prendre vraiment pas du tout au sérieux. C'est pour rigoler ensemble et puis en même temps pour se challenger un peu. Complètement. Puis vous connaîtrez enfin notre avis sur qu'est-ce qu'on pense des différentes collections de chez Rolex. Alors à savoir, en préambule, avant qu'on commence, qu'il y a 14 collections chez Rolex officiellement, mais on est parti du principe que la collection Explorer se déclinait véritablement en 2 versions et qui pour nous mérite qu'on les classe chacune à une position entre l'Explorer 1 et l'Explorer 2. Oui, qui ont vraiment pour le coup une tête très différente l'une de l'autre, donc elles méritaient vraiment une place chacune et on pouvait pas juste résumer ça à Explorer tout seul en intégrant du coup la 1 et la 2. C'était un peu dommage. Du coup, ça fait qu'avec Jonas, on a compté et il y a 15, du coup, selon notre calcul à nous, il y a 15 collections chez Rolex qu'on va classer. On va partir vraiment de la position 15, donc vraiment la position qu'on estime être, selon Jonas et moi, notre collection qu'on aime le moins chez Rolex, tout en étant, je vous le rappelle, très subjectif dans ce classement. Et puis, pour finir, petit à petit, en graduant comme ça, à la position 1, donc soit notre collection préférée chez Rolex. Avant de débuter, on vous rappelle que on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, si vous voulez voir plus de formats similaires, parce que l'idée c'est d'aller un peu plus loin dans ce concept. C'est aussi une des résolutions que Jonas et moi avons eu l'occasion de nous faire, c'est d'aller un petit peu de plus en plus dans des formats un peu fun comme ça, un peu rigolo, où l'idée c'est de se challenger. On se prend pas trop la tête, exactement, et puis on rigole ensemble. Il n'y a pas de beaux plans en extérieur, de très belles montres, etc. Là c'est l'idée d'être Jonas et moi à notre bureau, à notre studio, et de nous faire plaisir et de nous marrer. Et voilà. Et puis n'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires quel serait votre classement. Ça serait très cool de savoir. Si vous validez le nôtre ou si vous avez pas mal de modifications à apporter. Voilà, exactement. Clairement. Et puis aussi de nous partager quelle serait la marque, la manufacture dont vous auriez envie de voir Jonas et Alexis finalement faire le classement. Passer sur le banc d'essai, passer sur le banc de classement. Exactement. Et comme l'a dit Alexis, on va démarrer. Il y a un challenge aussi dans ce classement. La manière dont on le fait, je pense que vous le savez, on est 2. Et du coup, il va falloir qu'on se mette d'accord parce qu'on a envie de classer donc 15 positions de la moins bonne à la meilleure de notre point de vue, mais il va aussi falloir qu'on se mette d'accord les 2 pour trouver la bonne place à la montre. C'est donc, ça. Ça va être un défi. Oui, surtout que je sais que Jonas et moi, en ce qui concerne la manufacture Rolex, autant il pourrait y avoir des manufactures où on pourrait être très d'accord assez instinctivement. Mais Rolex, je sais qu'il y a beaucoup de collections de Rolex où Jonas et moi, on n'a pas du tout le même point de vue. Exact. Donc, il y a certaines collections où ça risque de prendre un petit moment. Exactement. Et de se battre peut-être un petit peu. Je te propose de démarrer et on va démarrer avec 15. La 15e place. C'est ça. Donc moi j'ai déjà tout de suite Toi, t'as déjà en tout tête. De suite oui, moi j'ai déjà tout de suite pas, parce qu'en fait de mon point de vue, si tu veux, il y a une montre qui pour moi ne devrait pas une collection qui devrait pas exister. Donc en fait de ce point de vue, si elle devrait pas exister, de par sa nomenclature quelque part. Ok. Je te donne un indice, mais pour tu moi, peux me dire, vas-y. Pour moi, c'est la Lady Datejust qui, de mon point de vue, n'a plus le mérite de s'appeler comme ça. Ne l'a sûrement jamais été. Et si tu veux, moi, j'aurais préféré classer les Datejust tout simplement sans avoir besoin de savoir qu'il y a une collection Lady Datejust. Oui, c'est juste. Donc moi, ça me gêne. Donc de par ça, en fait, elle est hors concours. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je la botte en touche. Et peut-être juste vous expliquer pourquoi Jonas dit que ça le gêne. Et je le rejoins. En fait, je suis pareil. J'avoue, j'avais pas vu les choses comme ça, mais ça fait un moment que Jonas et moi, on est conscients de ça. À un moment donné, d'une manufacture comme Rolex, qui on vous cache rien, vous le savez. Si vous le savez pas, c'est
c'est que vous vous voilez peut-être un tout petit peu la face, on va pas se mentir. Rolex étant une manufacture assez conservatrice dans ses valeurs, dans sa manière de faire les choses, ça se voit à son marketing, ça se voit à sa production, ça se voit artistiquement, bref, ça se voit. Et du coup, le fait d'avoir, comme l'a dit Jonas, besoin de préciser qu'il y a d'un côté les Datejust et d'un côté, comme deux collections très différentes, les Lady Datejust, oui, c'est vrai que c'est... Enfin voilà, vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que Jonas et moi, on est contre le fait de genrer finalement les montres dans l'horlogerie, qu'en fait une montre c'est une montre et qu'elles donnent l'heure, qu'elles ont un format, des couleurs, des diamants ou pas, peu importe, mais qu'elles sont pour tout le monde. Voilà. Et Rolex aime bien genrer, ça fait partie de ces manufactures qui sont encore un petit peu à fond là-dedans. Et il y en a quand même beaucoup, mais moi ce qui me gêne, c'est que là c'est dans l'intitulé carrément une donc collection. J'avoue que pour moi en fait elle est hors compétition, donc je la mettrais en 15. Ça me va. T'es d'accord? Ouais, ça me va. Ça. Ok, et puis moi je décoche du coup notre petit tableau. Ok, donc Lady Datejust est out, et puis maintenant on passe à la 15e. On a notre moins bonne collection selon nous. Exact. Et maintenant on part sur la 14e pourtant, place. on l'aime la Datejust, c'est ça qui est, tu vois. Mais je pense qu'elle va arriver plus tard. Mais en tout cas, personnellement, je vais pas tout de suite en parler de la Datejust. Parce que pour moi, c'est pas 14, 13, 12e place. A priori, je suis d'accord avec toi maintenant, tout le défi, c'est que pour moi, j'ai éliminé celle qui est un petit peu hors concours, finalement. Donc, c'est simple de mon côté. Maintenant, il faut classer la deuxième moins belle collection de notre point de vue de chez Rolex. Vas-y. T'as commencé avec la 15e, je commençais avec la 14. Sachant que je te dis ça, mais en fait, je ne sais pas du tout laquelle j'ai envie de choisir. Pour moi, je pense que ça va être la Skydweller. Ok. Pour moi, c'est la Deep Sea. Ah ouais? Ah non, pas moi. Non, la Deep Sea, je vois ce que tu veux dire parce qu'elle est très imposante. C'est une montre dont on se reconnaît, toi et moi, pas forcément selon nos goûts, nos critères. C'est vrai qu'elle a un petit côté un peu mastoc comme ça, limite un peu too much. Mais pour moi, la Skydweller, elle a déjà ce défaut-là d'être un peu too much, d'être hyper imposante, etc. Et en plus, pour moi, elle a ce défaut de jouer entre deux tableaux, finalement. Lunettes un côté cannelées, un peu élégant, mais un côté carrément sportif et surdimensionné. Ouais, exactement. Puis quand il réfléchit 2 minutes, Rolex se vante, et à juste titre, puisque c'est un fait, c'est la montre la plus compliquée d'un point de vue technique chez Rolex, la Skydweller. C'est celle qui a la complication la plus technique actuellement dans toute collection confondue au sein du catalogue Rolex. Mais justement, enfin, je sais pas, Rolex, on n'attend pas à de la haute complication. Enfin, si, mais différemment si ça venait être le cas. Plus sur des phases de lune, en l'occurrence pour la collection 1908, ou sur des choses comme ça. T'as raison. J'avoue que là, c'est prendre un modèle ultra sportif, essayer de lui donner des touches d'élégance, et pour moi, ça marche pas trop. Et puis de toute façon, moi, et puis il y a beaucoup l'émotion qui parle, dans le sens où moi, les rares fois, les quelques fois, ça se compte sur les doigts d'une main, littéralement, où j'ai eu l'occasion de passer au poignet une Skydweller, à chaque fois, le ressenti, il était identique. C'est waouh, c'est énorme, c'est très gros, c'est too much, je comprends rien. Tu comprends pas le sens de cette montre, qu'est-ce qu'elle veut te véhiculer. Ouais, exactement. Bon, alors ok, mais du coup, je risque d'avoir la 13e place assez vite de mon point de vue, puisque j'avais déjà la Deep Sea que je souhaitais mettre en 14. Mais moi, ça me va de mettre la Skydweller en 14. Et du coup, je pense que tu connais mon choix pour la numéro 13. Mais je note déjà. Ça mérite un petit débat quand même. Complètement. Ok, plus le Skydweller. De mon point de vue, pour la 13e place, je trouve que la Deep Sea... Ah non, toi tu parlais de la Deep Sea. Pourquoi la Deep Sea plutôt que la Skydweller? Parce que pour moi, la Skydweller apporte quelque chose en plus dans la collection, en sachant que la Submariner est la montre de plongée, on va dire, dite... entrée de plongée, si tu plonges avec des bonbonnes, c'est vraiment la première montre avec laquelle tu peux plonger en haute profondeur. En matière de... Et pour moi, la Skydweller vient répondre à ce besoin que pourraient éventuellement avoir quelques personnes de la COMEX. Ce serait de dire, moi j'ai besoin de plonger plus bas. J'ai besoin d'une montre plus costaude sur laquelle... Mais pour moi, la Deep Sea répond encore... la Deep Sea, c'est celle qui plonge le plus bas dans la collection Rolex. Exact, mais c'est la plus épaisse, c'est celle qui, du coup, au détriment, va être extrêmement tool watch. Justement, en fait, tu connais mon aversion pour le curne de chaise. Ouais, je sais. Dans le sens où, mais je te dis ça, c'est parce qu'ils la font en or aussi. Ils veulent essayer un peu de l'habiller. Donc moi, de l'habiller, de la twister, de la rendre un peu plus bonheur, un peu plus fun, un peu plus collectible. Enfin, tu vois. Je comprends. Je sais pas, moi, elle a un charme. Elle m'a jamais touché, la Deep Sea, mais bon, c'est... Non, moi non plus, mais tu vois, c'est celle-ci qui a un partenariat avec James Cameron, le réalisateur. Ouais, exact, ouais.
rien que pour ça, j'avoue que... Mais je vais te... Federer portait la Scaduler. Ça, c'est pas gentil. Oh, bon, excuse, tant pis pour lui. S'il est mal loti, le pauvre. Mais je sais pas, écoute. Et ce serait quoi d'autre, toi, si c'était pas la Dipsy? Ouais, parce que c'est doit aussi fonctionner par ordre d'élimination. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je viens à mettre la Dipsy dans cette... Je suis d'accord, c'est vrai qu'autrement, à part ça, toutes les autres collections... Il y aurait peut-être la Yacht Master. Et encore, moi je l'aime bien en titane, je la trouve plus originale. Depuis qu'ils l'ont sorti en titane, c'est vrai, elle est en 40 mm si je ne m'abuse. Ouais, 39 ou 40. Non, ou 41. J'ai un doute. Je sais qu'elle est disponible en plusieurs diamètres. Mais en titane, il n'y a qu'une version. Et je me pose la question si cette version-là est en 40, 41 ou 39. Mais dans tous les cas, je sais qu'elle Dites-le dans l'espace commentaire. Elle a été twistée assez cool, la Yacht Master. Il s'amuse un peu avec, c'est ça que j'aime bien. La lunette me plaît de plus en plus. Ouais, exact. Donc, elle est très identitaire. Bon, ok. Alors toi, tu disais Dipsy en numéro 13. Trop mastoc, trop à fond, trop... Puis pour moi, c'est celle qui nous reste, qui, je trouve, mérite de retourner dans les fonds marins. On a dit... Dipsy. Tu la vois avant moi, Ouais, encore en dessous. Non, je la vois plus maintenant. Voilà, c'est ça. Ok, et puis maintenant, on passe à la 12e place. 12e place, ouais. On vient de mettre la Dipsy à la 13e. Ah oui, c'est joli. On a fait 14-13 relativement rapidement. Voilà, on en a déjà éliminé 3. Et maintenant, en ce qui me concerne, ça va se corser un petit peu. Moi aussi. Ça, c'est indéniable. Moi aussi. Sachant qu'en plus de ça, parce que là, on était beaucoup en train de justement parler de la Yacht Master potentiellement, on était en train de parler de la Seed Wheeler potentiellement. Moi, j'ai la sensation que la Seed Wheeler, quand même, faut pas la sous-estimer. Non, moi non plus. Pour moi, c'est... Attention, je vais aller loin, mais c'est presque une Submariner en mieux. Oui, c'est une sacrée ambassadrice, je trouve, chez Rolex, des montres de plongée hyper bien foutues. Je suis d'accord. Donc pour moi, elle a vraiment sa place assez en haut du podium. En tout cas, elle l'a pas en 12. Non. Moi, en toute honnêteté, je me tâte entre la GMT Master 2 et l'Explorer 2. Ah ouais, c'est pas bête ça, l'Explorer 2. C'est vrai que je vais me retrouver emmerdé. Je pense que si on la met pas rapidement... je suis... Même si, personnellement, et c'est pour ça que je me contredis, je préfère l'Explorer 2 que la GMT Master 2. Bah voilà. Donc pour moi, la GMT Master 2 devrait partir. Attends, tu vas me dire que tu préfères la Yacht Master plutôt que la GMT Master 2 ? Sans déconner ? Ouais, c'est vrai. Attends, GMT Master 2, je suis comme toi. Je suis pas un grand fan. C'est la Yacht Il Master, la décline tout le temps. Raison. C'est la Yacht Master. Ouais. Elle est jolie, hein, comme tu disais. Elle est jolie. En titane et tout. Elle a un twist. Elle a un délire. Mais. Non, t'as raison. Parce que là, je vais chez en Tudor. En marchant, oui. Et puis en plus, le titane est vachement plus utilisé chez eux. Non, c'est. Ok. Yacht Master à voter. 12e ? Ok. Allez. Ok, bon, bah ça commence gentiment à s'élaguer un peu, cette histoire. Donc il nous reste 11 places à attribuer. Je crois qu'à peu près de la manière dont on l'a dit, en tout cas, moi, la GMT Master 2, là, tu vois, j'ai pas un immense affect pour les modèles récents. Oui, mais alors, ça, c'est intéressant aussi. Et c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, depuis le début de ce podcast, ce petit classement, mais c'est vrai que Rolex étant aussi une manufacture qui a une histoire très importante, ça je pense qu'on n'apprend rien à personne. Non. Et du coup, moi je peux pas m'empêcher quand je pense à une collection, et là on est en train de parler de collection neuve, on est bien d'accord, au catalogue que vous pourriez potentiellement, si vous avez de la chance et si vous avez les sous, repartir bah oui, bah les deux, hein. Rolex c'est une manufacture qui nécessite les deux, hein, d'avoir beaucoup de sous et d'avoir aussi beaucoup de chance, ou alors beaucoup de contacts. Bref. Moi je peux pas m'empêcher de penser toujours aussi à la déclinaison vintage, au modèle des années 80, au modèle des années 60. Moi, j'essaie de me le sortir un peu de la tête dans le but de voter véritablement pour ce qu'elles sont devenues, ces montres-là. Je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est important aussi d'avoir en tête les modèles vintage des collections en question. Pourquoi ? Parce que si moi, je devais demain aller acheter une montre Rolex dans une boutique Rolex, je pense que je serais influencé par la vibe, par l'idée du vintage. Et je sais que l'idée du vintage dans les GMT Master 2 est quand même quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu. Et je suis 100% d'accord avec toi. La GMT Master 2, année après année, reprend un peu du galon dans mon imaginaire personnel. Ouais, mais à ce compte-là, le problème, c'est que moi, je pourrais presque te le dire pour tous les modèles qui nous restent encore à classer. Non, dans la vibe vintage, j'adore une Explorer 2, une Explorer 1, une Submariner, une Daytona. De toute façon, vous qui êtes notre communauté... chérie, ou pas encore, et là on vous invite à vous abonner. Vous serez les bienvenus, vous le savez. Jonas et moi sommes pas forcément de très grands
adeptes, parce que je crois qu'on peut parler d'adeptes quand on parle de Rolex, ni des très grands fans, mais par contre le vintage, c'est vrai qu'on on passe une Rolex vintage au poignet, ou alors on en voit une passer sur Instagram, à chaque fois j'en ai assez on a un peu les mêmes réflexes, c'est voilà, les étoiles devant les yeux. Mais le moderne, c'est vrai que vous le savez, on vous apprend rien. Pour moi, ça se joue entre la GMT Master 2 et la Seed Wheeler aussi éventuellement, même si on en a parlé tout à l'heure, mais j'avoue qu'elle me touche pas suffisamment, et même dans les versions vintage, c'est pas celle qui me fait la Seed Wheeler, même si elle est très importante chez Rolex, mais pour moi elle est pas très importante. Donc mais en fait j'ai presque envie de te dire que ça me ferait mal de mettre la Seed Wheeler en dessous de la Submariner. Alors je sais qu'il y a plein de gens là dans le non mais tu rigoles. Mais je sais pas, en 11e place pour moi ça me paraît un peu tôt d'éliminer la Submariner. Oh putain, moi je serais très tenté très sincèrement, je sais, ça se joue entre quoi et quoi. Pour moi ça se joue entre la non, allez, ok, tu sais quoi, on met la GMT Master 2. Ah. Ouais, parce que effectivement la GMT Master 2, elle telle qu'elle est devenue, elle peut pas être en dessus de la sub. Ça par contre, j'avoue que c'est voilà, je pense qu'il faut fonctionner comme ça. Exact. Ok. Position 11, on rentre donc dans le top 10. Là, on rentre officiellement dans le top 10. Ouais. Ce sera le top 3 qui sera. Déjà là, ça commence à devenir chaud, en toute honnêteté. Pardon, on regarde souvent en bas, mais c'est parce qu'on a notre écran avec l'ensemble des collections pour qu'on sache à peu près de quoi on parle. Sinon, vous imaginez bien, rien qu'à la mémoire, ça serait compliqué. Moi, je pense en toute honnêteté que j'éliminerais l'Explorer 2. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas photo. On est je l'aime bien, cet Explorer 2. On en a même d'ailleurs fait une vidéo. Ça date d'il y a bien 2-3 ans. Deux bonnes années, facile. C'est une chouette monde parce qu'elle a vraiment... elle a un univers. Voilà. Puis elle a l'identité Rolex pour moi assez pleinement. Plus qu'une sub, plus que la GMT Master 2 qu'on vient d'éliminer. Mais il reste aussi l'Explorer 1 finalement. Exact. Et pour moi, l'Explorer 1 est la meilleure représentatrice de l'Explorer 1. Elle risque de se retrouver très haut dans cette histoire. L'Explorer 2, je sais pas, elle a un petit truc. En plus, elle a le GMT. Oui. Historiquement, elle a toujours eu le GMT. Oui, une version Day and Night. Moi, j'avoue que le GMT... on le sait, je suis vraiment pas un grand fan du GMT. Je l'ai jamais été. C'est pas demain la veille que tu vas l'être. Moi, donc, a priori, je pense que voilà quoi. Ça me va bien. Ok. Bon, 9e position, ça commence à avoir de moins en moins de monde au tableau. Moi, elle est toute trouvée là en ce qui me concerne. Pour moi, c'est la Submariner qui dégage. Totalement d'accord. C'est un modèle qui moderne, je l'apprécie vraiment pas beaucoup. Non. Des doutes. Alors, on est bien d'accord que là, on voit les commentaires arriver en disant oui, mais elle existait sans date, avec date, ça la rend. Elle est complètement différente si elle a la date ou pas. C'est un fait. Elle est beaucoup plus simple si elle a pas la date, etc. Alors, oui, c'est vrai. À ce moment-là, on n'est pas fini de classer toutes les différentes déclinaisons. Vous imaginez bien, et on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit en préambule de cette vidéo, mais on pouvait pas prendre chaque déclinaison de Canley, lisse. Là, en l'occurrence, et vous le voyez dans l'image, vous le voyez à la vidéo, on a pris le modèle un peu phare de chacune des collections. Finalement, elle garde les mêmes têtes à 2-3 poils de 1. Moi, je suis d'accord avec toi. La sub, en fait, je la vois trop. Il y a un délire aussi où... Ça fait malheureusement partie de ce que je n'apprécie pas chez Rolex, et ça depuis le début que je suis passionné d'horlogerie. C'est qu'à un moment donné, à force d'être trop visible, à force d'être constamment présent et pour finalement des raisons très abstraites. C'est un peu les raisons pour lesquelles j'ai éliminé la GMT Master 2 aussi également tout à l'heure. C'est que pour moi la Submariner, on la voit trop, on en bouffe un peu trop à tous les râteliers, et puis elle est un peu... elle a été réinventée, mais pas suffisamment de mon point de vue et pas ce que j'aurais voulu voir. Ouais, je suis d'accord. Donc Et puis pareil, encore une fois, dans ces classements, là c'est le cas pour Rolex, mais ça sera potentiellement le cas si ça vous plaît, si cette vidéo résonne un peu en vous et vous trouvez ça cool, quoi. C'est aussi, ça va beaucoup jouer à tiens, est-ce qu'on a eu l'occasion d'essayer tel modèle, telle collection? Si oui, qu'est-ce qui nous a procuré comme émotion? Après, j'avoue qu'en l'occurrence Rolex, on a la chance d'avoir, moi j'ai passé toutes essayé. Les montres au poignet. Pareil. Donc, voilà, il y a eu avec les Watches and Wonders déjà, et puis, même avant, la
même plupart, avant, donc, enfin, bien sûr. on les connaît vraiment donc, bien. Et la sub, moi, perso, ça fait partie de ces montres où je n'arrive pas à comprendre l'engouement qui se trouve autour de cette montre, même si ça reste un diver de légende, 1953 si je ne m'abuse, pour l'année de création de la sub. Voilà, c'est une très belle montre, oui, c'est une montre qui a marqué l'histoire, mais s'il fallait être premier degré... C'est ça, et c'est un peu le but de cette vidéo. Bah, c'est un peu le but, ouais. Donc elle se retrouve en 9e Au revoir. place. Bon. Bah là... Ouais, quoique. Là, on a quand même dégagé quelques icônes, hein, Oui. qu'on le veuille ou non. On va se faire 2-3 amis dans les commentaires, mais c'est ça qui est cool. Et on va pouvoir débattre un peu dans l'espace commentaire. Bon, c'est marrant parce que plus ça évolue, plus j'ai mon classement qui se fait assez naturellement. Je sais laquelle en ce qui me concerne. Donc là, on part de la 8e position. Ok. Moi, de mon point de vue, c'est la Air King. Pour moi, elle a pas beaucoup bougé depuis beaucoup d'années. Ça, d'accord, ok. Je la trouve vieillotte au tableau de Rolex. Ah ouais. Ouais, déjà que Rolex, c'est pas considéré comme étant les plus modernes du délire. Non. Et je trouve qu'elle a même encore un aspect vieillot dans la collection Rolex, quoi. Ah ouais. C'est pour te dire comme je la trouve un peu vieillotte. Mais moi, je suis pas d'accord. Alors voilà, s'il fallait que ça arrive, et je pense que plus on va se rapprocher du top 3, plus on va, moins on va être d'accord. Parce que chacun va tenir à garder un certain nombre de mondes dans le top 3, quoi. Ouais, non, et puis surtout, moi, tu parles de la Air King. Ah non, moi, la Air King, de mon point de vue, va falloir qu'on se mette d'accord, hein, mais pour moi, la Air King, elle peut pas se retrouver aussi bas dans le classement parce que elle est trop brute. Justement. Mais moi, c'est ce que j'aime dans Rolex. En fait, justement, et ça va en lien avec ce qu'on a éliminé. Moi, j'aime pas Rolex quand ça se veut... Alors, ça va être paradoxal parce que Datejust. Oui, je suis d'accord. Mais la Datejust, la Day-Date, elles ont un raffinement à la Rolex qui, pour le coup, même s'il y a certaines itérations des Datejust qui me plaisent pas trop, je pense à certains cadrans texturés, etc. Bref. Mais ça marche, ça fonctionne parce que c'est le raffinement à la Rolex qui n'est pas forcément celui qui me plaît le plus. Je vais préférer un raffinement à la Jaeger LeCoultre, etc. Mais... ça fonctionne quand même. Okay. Ça a une vibe qu'on peut pas retrouver dans une autre manufacture. Oui, ça c'est en fait. Alors que la Air King, pour moi, elle a une vibe un peu... Je suis en train de me contredire en fait. C'est magnifique. Non, la Air King, elle a une vibe aussi pareil, un peu roots, un peu brute. Ouais, franchement, je la trouve pas hyper brute. Hein. La Sea Dweller, elle se veut aussi avoir cette vibe. Non, elle est moins brute. Elle a le brut à la Submariner. Et c'est pour ça qu'on vient de supprimer la Sub. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord, mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a une forme de... Le cadran me plaît pas plus que ça, avec les index qui se retrouvent 55, etc. Il y a une espèce d'asymétrie un peu chelou dans le cadran. Moi, c'est une montre que j'aime beaucoup, mais je trouve que ce serait le moment pour Rolex de reprendre un petit peu le couvert et de s'inspirer des anciennes Air King, qui étaient beaucoup plus simples, bien plus belles de mon point de vue. Ouais. Et je trouve que cette version-là, elle est moderne, fut une époque dans les années 2000. Puis alors maintenant, pour moi, elle est complètement... Pourtant, elle est très similaire à la Explorer 1. Donc... Ouais, mais elle a pas ce charme, elle a pas cette finesse, elle a pas ce diamètre de 36 mm. Ouais. Ah, elle a pas le diamètre de 36 ? Non, elle est en 40. Ah ouais ? La Air King, c'est du 40. Ah ouais, ok. 39 ou 40, si je ne m'abuse. D'accord, ok. Donc, bon, ça me va. Ok, tes arguments ont fait mouche. Allez. On parle là de la Air King. Okay. Donc maintenant que la Air King est classée en 8e position, il va falloir qu'on trouve la 7e position. Et là, ça commence un peu à se resserrer méchamment, quoi. Et là, ça me pose problème, moi, en ce qui me concerne. Moi, il y en a deux. Ouais, mais je vais déjà pas être d'accord avec une des deux parce que je sais celle que t'as en tête. Ah bon? Ouais, vas-y, envoie. Bah oui, du coup on risque de tomber assez d'accord. Pour moi ça joue entre la Sea Dweller et la Daytona. Ouais, y a pas photo. Pour moi c'est la Sea Dweller qui gicle et pas la Daytona. Daytona, je peux pas la voir partir en 7e position, c'est pas possible. Alors que la Sea Dweller, oui. Ouais, clairement. À choisir entre une Daytona et une Sea Dweller, tu me demandes demain laquelle je prends, mais j'hésite même pas une seule seconde. Ouais, c'est pas faux. Ça, dans le cerveau, ça fait comme ça. Ouais, c'est pas faux. Alors c'est vrai aussi parce qu'avec tout ce qu'on nous rabâche, etc. Non, mais c'est pas faux. Le chronographe est moi aussi une complication que j'adore. Aujourd'hui, on est les deux... Pas Rolex, mais on est les deux chez Breitling pour moi. Adieu la Sea Dweller en 7e position, je crois. Chez Speed. Laisse-moi terminer. Ah, pardon. J'étais en train de dire que moi j'étais chez Breitling. Ouais, mais tu et toi chez pas ton Breitling. Si, je suis chez Breitling. Et toi, t'as le Melusa en plus. T'as le Melusa. Ouais, il est cool. Ouais. Le dernier de la couvée, quoi. Ok, va pour la Sea Dweller. Salut. L'avantage, c'est que c'est moins compliqué de les trouver pour les mettre. Bon, ok. 6e position.
Donc, on fait un petit tour des lieux. Il nous reste l'Explorer 1, il nous reste la Daytona, il nous reste la Day-Day dans ses différentes déclinaisons, la Datejust, pareil, dans ses différentes déclinaisons, la 1908, qui est le modèle le plus récent de la collection. Hein. Donc, finalement, la 1908, c'est la collection qui vient de débarquer. Alors, qui vient quand même, et rappelons-le, remplacer les Cellini. Oui, mais on sort vraiment quand même de ce côté-là. Il y a une réécriture de la Dress Watch. Oui, on est très différents. Et l'Oyster Perpetuel, qui est finalement un peu le modèle pour moi, qui représente presque le plus Rolex. Oui, voilà, c'est le modèle original. On va pas teaser, on va pas spoiler. Donc, moi, là, en 6e position, maintenant, va falloir éliminer quelqu'un dans ces 6. Et moi, je me tâte un petit peu. Ça se joue entre deux versions. Vas-y, je t'écoute. Moi, ça se joue entre l'Explorer 1 et la Daytona. Ah non. Alors moi, ça se joue entre la Daytona et la Day-Date. Ah non. Ah si, je t'explique pourquoi. Parce que pour moi, la Day-Date et la Datejust, elle est trop similaire. Ah non. Bah si, en matière de look, Jonas. Ah non, c'est pas le même bracelet. Il a le bracelet président qui est, j'estime, être sûrement un des plus beaux bracelets sur une montre élégante. Oui. Déjà, pour ça, je peux pas. 6e position. En métal. En métaux précieux ou en acier. Oui. Pour moi, la Datejust et la Day-Date, ok, elles sont certes assez similaires dans l'intention, mais ça reste des modèles élégants de chez Rolex et je trouve qu'ils le font bien dans ce sportif élégant. Pour moi, ils méritent d'aller dans le top, quoi, ces montres-là chez Rolex. Pour moi, je. Donc, toi, t'hésites entre la Day-Date et la Daytona. Ouais. La Daytona, je sais que je veux pas qu'elle arrive trop dans le classement. Ouais. On est quoi là ? On est à la 6e position. Après, on va arriver sur le top 5. Ouais. Après celle qu'on va sélectionner maintenant, on sera sur le top 5. Moi, c'était l'Explorer et la Daytona. Donc finalement, on a les deux la Daytona qu'on retrouve. L'Explorer, moi je suis désolé, c'est l'une des collections, si ce n'est même peut-être historiquement, en ce qui me concerne, c'est peut-être la collection qui m'a fait apprécier Rolex. Pas aimer Rolex, je souligne, mais apprécier. Ou c'est grâce à l'Explorer en partie où je me suis dit, ok, je commence à comprendre le délire qu'il peut y avoir autour d'une belle Rolex posée sur un poignet, avec son bracelet acier, moi, ce fameux... c'est l'Oyster Perpetual, tu vois, dans un même registre, c'est plutôt l'Oyster Perpetual qui m'a fait découvrir Rolex, quelle était la précision de Rolex. Oui, je comprends, ça aurait pu aussi, mais moi, l'Oyster Perpetual, historiquement, elle est venue plus tard chez moi, donc je l'ai découvert plus tard. Donc, je comprends. Donc pour moi, les deux, ok. La Daytona, je pense qu'on peut se mettre d'accord. La Daytona, pour la 6e position. C'est un très beau chronographe, historiquement, elle est hyper importante, mais à un moment donné... Pareil, un peu comme la SOP, quoi. Ça reste des très belles montres, mais qu'est-ce qu'on les voit, elle est au poignet de tout le monde. Et je suis désolé. De toute façon, il faut bien qu'on l'élimine parce qu'on ne pourra pas l'acheter, c'est impossible de l'avoir en boutique. Donc autant l'éliminer. Ouais, il y a de ça, effectivement. C'est devenu... elle est tellement chère aussi quand on la compare aux autres chronographes de Zenith, d'Omega, d'IWC. Enfin, à un moment donné... Bon, voilà, 6e position pour la Daytona. Je crois que c'est acté. Ouais. Allez. Là, on sait qu'on vient déjà de faire hurler quelques personnes. Je pense que c'était déjà le cas. Ouais, non, mais c'est très bien ça. Il y a les oreilles qui sifflent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui sifflent ? Non, mettez des boules caisses. Parce qu'on parle pas d'eux. Non, mais on parle peut-être d'une montre de cœur qu'ils ont actuellement au poignet. Peut-être. Ou c'est la montre qui siffle. Ouais. Dites-lui, arrêtez, tu te calmes. Bon, maintenant, 5e position. Là, on rentre dans le top 5. On rentre top dans 5, le... ça commence à devenir intéressant. Là, c'est la crème de la crème de chez Rolex. Là, c'est ce qu'on aime vraiment chez Rolex. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, dis-moi si je me trompe. En tout cas, on n'est pas là pour rien. Non, mais en tout cas, je parle pour moi, là, on n'a que des montres que si vraiment j'avais tellement d'argent que je ne saurais plus quoi en foutre, je pourrais acheter une de ces 5 montres. Ouais, complètement. Il n'y a pas une, autant le classe... Non, il n'y a pas une où je dirais non. Autant, ça va pas le faire. Du coup, les 10, puisqu'il y en a 15, les 10 qu'on vient d'éliminer jusqu'à maintenant, honnêtement, si on me la donnait, je dirais OK. Ah oui, non, mais moi, même la 15e, la Lady Datejust, je la prends volontiers, je la porte volontiers. Mais je ne les aurais probablement jamais achetées de ma vie. Alors que dans ce top 5-là, dans ces 5 montres qui restent... On est sur des choses qui nous plaisent. Ouais. Voilà, exact. Écoute, moi, ça se dessine assez fort. De mon point de vue, ça va se jouer entre l'Explorer 1 et la 1908. Je t'explique pourquoi. L'Explorer 1, déjà avant, je la mettais un peu sur la sellette. Ouais, ok. Et la 1908, en fait, je la mets sur la sellette parce que pour moi, elle manque encore un tout petit peu de déclinaison. Elle manque encore peut-être un tout petit peu de maturité, de travail. Et je la trouve magnifique telle qu'elle est. Mais il y a 2-3 petites choses encore. Je suis sûr que Rolex se cherche un peu quelque part. En fait, alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas
J'aime beaucoup. En fait, pour remettre un peu de contexte, on la joue à l'aveugle, hein, donc pardonnez-nous s'il y a une erreur ou quoi, mais la 1908, elle est apparue au Watches and Wonders 2023. Elle est apparue en or à ce moment-là, je crois, jaune. Il me semble bien. En or blanc, il y avait 2 modèles. Ouais. Or blanc et or jaune, voilà, si je dis pas de bêtises. Exact. Et puis l'année d'après, elle est sortie en platine. Voilà, exactement, avec le fond de boîte transparent. Ouais, mais c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant, ok. Mais en fait voilà, pour l'instant, ce qui me gêne un peu, j'ai appris à aimer la 1908. Au début, j'avoue, elle m'avait le Watches and Wonders 2023, j'étais pas tellement convaincu parce que il y avait ce côté justement ce que j'aime pas chez Rolex, c'est-à-dire une forme l'entre-deux-jeux, d'une élégance qui n'en est pas vraiment une élégance une sportive qui n'en est pas une non plus. Enfin, disons les termes, en tout cas les miens, ceux que moi je pense, l'élégance prout quoi. Cette élégance too much où c'est de mon point de vue, tel que moi je définis l'élégance, c'est pas la vraie élégance. Mais c'est pour ça aussi que je te dis ça. C'est que je trouve entre la platine, entre une année de sortie de la première version, il y a un petit côté un peu plus, une finition sur le cadran que j'aime bien, comme elle ressort sur l'Ice Blue. Oui. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et je me dis, qui sait, dans une année ou 2 ans, on va peut-être voir une 1908 telle que on se dirait, ah ouais, là, se reconnaît. Ça me plaît bien. On se reconnaît. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est que pour l'instant, elle est qu'en métaux précieux. Exact. Elle n'existe pas en acier. En plus. Donc ça en fait une montre forcément très cher, que vous vouliez de l'or ou du platine. Alors, de toute façon, même en acier, elle sera très chère. Mais elle il y aura quand même une entrée dans la collection. Si elle reste 3 aiguilles comme ça en acier, on peut imaginer que elle soit plus concurrente avec une Datejust ou tu vois. C'est ça. Voilà. Ouais. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'elle est telle que Rolex l'a pensée, comme tu dis, elle manque encore de maturité. On n'arrive pas à s'y reconnaître. Exactement. À cette montre. Elle est pour trop moi, en fait, j'ai sol. encore la peine à la catégoriser. En fait, elle me plaît beaucoup. C'est pour ça que je salue cette montre. Et je la mettrais 5e personnellement. Mais je me réjouis de faire le classement peut-être dans 2-3 ans. Et peut-être cette montre-là, elle passera en top 1 ou top 2, tu vois. Donc, il va falloir s'accrocher pour passer en top 1, top 2. Face de lune, piqué des hannetons sur un modèle en acier. Ça peut donner très méchant. J'ai de la peine à me reprocher. Donc ça va pour toi, 1908 en 5e place. On fait ça. Ok, top 4, on arrive au top 3. Il reste l'Explorer 1, il reste la Datejust, il reste la Day-Date et il reste l'Oyster Perpetual. Eh ben tu vois, c'est con, hein, parce que l'Explorer, je l'avais mise un peu sur la sellette depuis un certain temps. Et finalement, maintenant, en voyant... je sais pas pourquoi non plus. Peut-être parce qu'aussi le modèle... non plus avec mais peut-être que le modèle qu'on a sélectionné est en or et acier. J'arrête pas de la regarder. Je me dis, tu vois, ça m'info. Faut la voir en acier. Complètement. Et là, je la revois un peu vintage, comme j'ai eu la chance de la voir aussi pendant un petit moment. Et c'est vrai que je rejoins sur ce que tu dis. Là pour moi, il y a un truc qui me gêne. C'est que là, il y a la Day-Date et la Datejust qui sont vraiment deux collections très proches. Et excuse, je t'interromps, mais à un moment donné, si on a eu cette réflexion pour la collection 1908, ce côté hors sol, on va pas se mentir, la Day-Date a beau être magnifique, elle n'existe pas en acier, c'est que du métaux précieux. Elle n'existe pas en acier, elle est forcément très chère, ça fait partie de ce haut de gamme de chez Rolex. Déjà que Rolex est devenu, depuis déjà un moment, une manufacture vraiment haut de gamme, vraiment très peu accessible, comparé à sa concurrence en plus. C'est tout trouvé, et j'aime la simplicité de notre top 3 qui restera de chez Rolex, tu vois, une Explorer 1, une Datejust et une Oyster Perpetual. Ouais, moi aussi. Et puis, tu parlais du bracelet juste pour faire un petit brin d'histoire, parce que si on devait classer les bracelets, là, ça serait notre tisane. Ouais. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Juste un brin d'histoire, parce qu'autant que cette vidéo qui se veut légère dans son fond et dans sa forme apporte peut-être un peu d'histoire. On vous a partagé des notions, des valeurs, notamment là, liées à Rolex, plutôt dans la vidéo, qui, de notre point de vue, est intéressante à avoir, qui peut-être vous fera travailler un peu, vous mettra pas d'accord, vous mettra d'accord. Du moment où tout ça, c'est dans le respect, ça reste très cool, parce que c'est ça l'horlogerie, c'est aussi des opinions différentes. Mais pour un petit peu d'histoire, il faut pas quand même oublier que Rolex est aujourd'hui considéré comme la manufacture horlogère qui fabrique, usine, ce qu'on considère dans l'imaginaire collectif, quand on est passionné, un tant soit peu connaisseur d'horlogerie, comme les meilleurs bracelets en métal. Que ce soit en or, que ce soit en acier. Là, je parle de métal tout confondu, qu'importe le métal en question. Et
Et c'est vrai, force est de le constater, qu'à un moment donné, un bracelet Rolex, c'est vrai que tu peux le comparer avec toutes les autres manufactures. Il y a des très 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 beaux bracelets dans quasiment toutes les manufactures qui se veulent un tant soit peu haut de gamme, hein, on est bien d'accord. C'est fabriqué en Suisse, etc. Donc ça sera forcément beau. Mais c'est vrai que Rolex, ils ont un cran au-dessus. Quand tu manipules un bracelet en métal de chez Rolex, il y a un délire. Notamment pour ces day-dates. Ils ont réussi à emmener le processus d'industrialisation d'un bracelet à son paroxysme quelque part. Oui, mais pourquoi ? Bah oui, parce qu'on sait très bien qu'en l'occurrence, et ça, on a acquis cette culture assez récemment, grâce à l'achat de magnifiques bracelets Guy Frères qui venaient à l'époque avec une Tissot qu'on vendait. N'hésitez pas à y checker sur le site à part ça. Il y a quelques montres à vendre qu'on a ajoutées. C'est juste. Et du coup, on s'est penché. On connaissait Guy Frères, mais pas suffisamment pour pouvoir vous faire l'histoire maintenant en pleine vidéo. Et il faut savoir que Guy Frères a été dans les tout premiers à fabriquer des chaînes pour pouvoir porter les montres à l'origine. À l'origine. Donc avant 1900. Là on parle du 19e siècle. Guy Frères, donc deux frères suisses, c'était des créateurs de chaînes pour les montres Gousset, comme Jonas l'a dit. Quand la montre est arrivée sur le poignet des personnes, à un moment donné, ils ont dû se recycler un peu. Ils ont commencé à fabriquer des bracelets en métal, en acier, en or aussi, pour les montres poignets. Et ils avaient un peu cette science venant de la chaîne. Complètement cette science, parce que si vous voyez une chaîne, si vous avez une chaîne chez vous, c'est toute une série de maillons qui viennent rentrer l'un dans l'autre. Et il y a une complexité dans le maillon qu'on peut faire qui est assez incroyable. Complètement. Et ils ont acquis cette réputation, Guy Frères. Et il faut savoir que pourquoi on vous parle de Guy Frères, c'est parce qu'en fait, Rolex les a achetés en 1998. En 1998, Rolex ont racheté... 99 ou 98 Non, je crois que c'est 98. Ok, bon, fin des années 90. Non, 98. Je suis 98. sûr à 99%. À 98%. 98%, allez. Et ils ont racheté, en fait, Guy Frères, Rolex. Donc... Ils ont internalisé Ils étaient déjà très bons avant, avant de racheter Guy Frères, parce Rolex. Que beaucoup de bracelets Rolex étaient déjà faits par Guy Frères. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Et puis, depuis, en fait, ils ont internalisé, comme dit Jonas, ce savoir-faire. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça explique un petit peu pourquoi, dans l'imaginaire collectif, il y a cette croyance qui veut que Rolex fabrique aujourd'hui les meilleurs bracelets en métal. Ouais, et une croyance qui peut paraître assez légitime. Oui, qui est justifiée. Et donc, c'est pour ça que, qui reste subjective, hormis son magnifique bracelet que j'ai en tête dans la Day Date et que c'est une magnifique montre, et en plus elle est pas en train de dévaluer parce qu'on la met à la 4e place, donc c'est quand même pas déconnant. Puis mais il y a un moment donné, il faut bien choisir, et pour moi entre la Datejust et la Day Date, je préfère la Datejust, et elles viennent un petit peu comme étant un peu en double, finalement c'est un doublon, donc autant se dire la Day Date 4e place. Voilà, on y est, top 3, ça se joue entre l'Explorer, la Datejust et Luster Perpetual. C'est dur parce que moi déjà là dans le top 3 j'ai ma top 1, j'ai ma numéro 1. Moi j'ai ma numéro 1 ok, t'as ta numéro 1 et je suis sûr que ça sera pas la même. Ah bon que ça va être compliqué. Je sais pas, ok. Hein il y en a qu'une qui mérite le top 1 là. Ah bon mais bien sûr, Jonas. On n'y est pas. Restons sur le top. Allez, la 3e position. La 3e pour moi c'est l'Explorer. Ça faisait déjà un petit moment que ça me pendait au nez. Ça nous pendait au nez. Et là pour moi elles peuvent pas rivaliser avec deux icônes. En plus j'apprécie moderne, tu vois. On a vu des icônes de chez Rolex jusqu'à présent parce que pratiquement, sauf la 1908, toutes les montres chez Rolex sont devenues des icônes populaires. Mais pour moi, des icônes populaires que je me verrais acheter en 2024, elles sont présentes là, depuis le top 5. C'est ce qu'on a dit. Et si tu veux, là, je préférerais acheter une Luster Perpetual ou une Datejust que d'acheter une Explorer. Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça complètement. Oui, complètement. Donc Explorer, on la met en 3e place. L'Explorer 1, rappelons-le. Maintenant, c'est là où peut-être le gros de la discussion va se faire si on n'est pas d'accord. Et si on est d'accord, c'est bonne vidéo. Ciao, hasta la vista, à bientôt. On dit à 3 1, 2, alors 3, on dit quoi, le top 1 la numéro 1 pour nous. C'est sûr. T'es prêt? Ok. 1, 2, 3. Luster Perpetual. T'es chiant. Mais Jonas, mais il n'y a pas photo. Non, arrête tes bêtises. Elle est belle, la Datejust. Non, mais t'es pété, quoi. Non. La Rolex Luster Perpetual, c'est la base de Rolex. Ferme les yeux. Attends, laisse-moi argumenter et t'iras chez toi.
Luster Perpetual, c'est simplement historiquement la base Rolex. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Oui, on s'en fout un peu aussi. Sans Luster Perpetual, il n'y aurait pas de Daytona, il n'y aurait pas de Submariner, il n'y aurait pas de Day-Date, il n'y aurait pas de Datejust, il n'y aurait rien. Et pour moi, et je suis désolé, et pour le coup, je pense que c'est d'ailleurs la montre, la Rolex que j'ai aujourd'hui, en 2024, fin 2024, plus mis au poignet. Et c'est la quintessence Rolex. C'est sportif, parce que c'est le cas, c'est explorateur dans son délire, c'est robuste, c'est relativement élégant, j'insiste sur le relativement parce que c'est fin, ça peut aller en 36 mm si je ne m'abuse, hein, c'est ça, elle peut être 36 ou... Même plus petit. Et en 41. Oui, et ou 40. Oui, mais alors oui, je suis d'accord, plus petit, bah oui, c'est vrai, t'as raison, elle peut. Moi, j'ai tendance à la visualiser forcément en 36 mm. En 36 mm, c'est une dinguerie. En l'occurrence... Le fermoir, il est parfait. On retrouve ce bracelet, comme on disait plus tôt, qui est absolument parfait. Tu me fatigues. Le bracelet Oyster, hein, ce qu'on appelle le bracelet Oyster. Ouais. Elle est parfaite, cette montre. Elle a toutes les qualités de ce qu'on attend d'une Rolex, de l'univers Rolex, de l'ADN Rolex, et elle n'a pas les défauts que peut avoir une Sub, que peut avoir une Explorer 2. On parle d'une Datejust. Datejust vs Oyster Perpetual. La Datejust, c'est alors joli, moi, je vais te donner mais... mes arguments, et je te remercie pour les tiens. Mais moi, vraiment, de mon point de vue, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est que quand je ferme les yeux, de mon point de vue, je visualise une Datejust. Pour moi, c'est l'emblème international de la Rolex. Tu vas où tu veux, à Hong Kong, à Singapour, en Sud-Afrique, et tu vas poser la question, quelle est la Rolex qui vous tape à l'esprit ? Je te parie $1 million, même si je les ai pas, que tout de suite les personnes vont répondre Datejust majoritairement. Ça, c'est mon point de vue, ça fait la même chose chez moi. Mais c'est pas pour autant que tu dois être un mouton comme les autres. Hein. Et puis deuxième chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu évoques sur l'Oyster Perpetual, mais de mon point de vue, elle a un défaut. Lequel, c'est que en ce moment, ils font de la merde avec les cadrans, mon gars. Pourquoi ? Et les petites bubules là pour fêter les anniversaires. Et ben moi, ça me saoule. La Datejust, elle a jamais été dénaturée. Elle est parfaite. Quand ils font le palmier, quand ils font le pas dénaturé, ça. Non, c'est beau. Je suis allé la voir en boutique. Franchement, et tu l'as dit toi-même. Hein. Tu l'as dit toi-même. C'était moins moche que ce que je pensais, voilà, mais ça ne devient pas beau pour autant. Bah, moi, je la trouve belle. Toi, t'aimes pas. Mais je trouve que la Datejust, excuse, tu prends lunettes cannelées, cadran vert, en ce qui me concerne, c'est un de mes préférés. Avec le bracelet jubilé. Bah, en plus, en 36 la mm. dernière fois, la dernière fois qu'on est allé voir. Et t'as une lunette en or. Hein. La dernière fois en or blanc. La dernière fois qu'on est allé voir Jeff Dett Recepi, avec sa très belle création, sa très belle montre, il portait une Oyster Perpetual cadran vert. 36 mais il n'avait pas les moyens de se payer une Datejust. Ouais, c'est ça. Bon. Il avait peut-être, je sais pas si, je crois qu'il avait la 40. Oh, peut-être qu'il avait la 36. Non, il me semble qu'il avait la 36. Je suis pas sûr, mais peu importe. Oui, mais elle est très cool. Mais elle est un peu trop sportive. Mais ouais, mais c'est Rolex. Mais justement, non, Rolex c'est sportif et ils ont quand même envie toujours de mais tu peux la porter avec un costume. Et ben la Datejust, t'enlèves le bracelet jubilé, tu lui fous un cuir. Excuse-moi, il y a pas plus beau chez Rolex. Une Datejust avec un bracelet cuir, il y a pas plus beau. Tu prends un cut de chez nous. Allez, salut hein. Ciao. C'est comme tu veux, il faut débattre. Il faut trouver, on peut les mettre sur un pied d'égalité. Non, on peut pas. On peut mettre le choix d'Alexis, le choix de Jonas. Non, on assume de A à Z. J'aime pas bien ce concept. Ok. On peut faire pile ou face. Non, t'as pas tort. C'est vrai que globalement, en fait, la voyez un peu le grand frère. Vous voyez un peu la relation. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'incline. Hein. Vrai, sinon, on a encore la demain. Non, c'est vrai que en fait, pour moi, les deux mériteraient complètement la place numéro 1. Complètement. Maintenant, il faut faire un choix. Et tes arguments... Moi, je sais que mes arguments, ils sont très bons. Mais ils sont très aussi. bons. Et t'as raison. Mais c'est vrai qu'en soi, la Datejust, elle a un délire où en fait, ce que j'aime avec la Datejust, et ça, c'est pour le coup peut-être toute manufacture confondue, c'est peut-être une des montres qui réussit le mieux cet exploit, c'est que c'est une des montres les plus polyvalentes qui existent au monde. Tu la mets avec un costume, que c'est tout à fait ok. Cuir, un petit cut Burgundy. Même avec son bracelet en métal, en acier, en acier ou en or, ça dépendra de la alors moi, je suis plus team acier parce que c'est question de moyens. Ouais, tout à fait. Oui, encore. Et que tu la mettrais en sportwear avec un suite, avec un suite à capuche, avec des sneakers et compagnie, que pareil, ça match super bien. Moi, j'en ai vu sur Pinterest des looks de personnes avec des Datejust au poignet, avec des looks hyper street et compagnie, et ça fonctionne de ouf. Alors que, bon, le Luster Perpetual, elle a aussi cette qualité, mais moins, c'est vrai. Je la mettrais pas avec un costume, le Luster Perpetual. Allez hop. Ok. Bon.
Eh ben, si je peux me permettre un résumé de la moins belle. De notre point de vue. Pas de la moins belle. Si, non, c'est de la moins question... cohérente. Enfin, qui mérite une 15e place et celle qui mérite notre première place. Donc, on a mis en Lady Datejust la numéro 15 parce qu'on pensait qu'elle était hors sujet. Enfin, on vous invite à rembobiner dans la vidéo pour aller voir ce qu'on a dit. En 14e place, c'est la Skydweller. Toi, t'as direct annoncé la tisane. Hein. Arrêtez les bêtises maintenant. 13e, c'est la Deep Sea. Même si petite mention pour le côté James Cameron qui a pas avoir un côté cool. Côté un peu performance et compagnie. Yacht Master en 12e place parce que le côté yacht, bateau... Elle s'est super bien réinventée ces dernières années, mais... Encore un peu de boulot. Ouais, un peu le cul de chaise quand même. La 11e, la GMT Master 2, parce qu'Alexis n'est pas GMT, moi non plus. Et puis en plus de ça, on en bouffe à tous les râteliers, on en a ras-le-bol. L'Explo 2, l'Explorer 2 en 10e place. Que je trouve une belle place. Très bien. C'est une belle Combien place. Combien t'as dit place 10e place. Ouais, c'est bien. C'est une belle place. C'est une montre qui est assez intéressante. C'est assez en dessous, mais en même temps, ça reste, reste un peu assez immergé. En 9e place, et c'est là où il y a des gens qui vont un petit peu se défriser, c'est la Submariner. On a mis en 9e place la Submariner. L'icône Rolex. Puisqu'on a gardé la Sea Dweller pour un petit peu plus tard. Mais on l'assume, voilà. En 8e place, la Air King. J'ai amené les arguments comme quoi, de mon point de vue, c'était une montre qui avait un peu vieilli au catalogue de Rolex. C'est vrai. En sachant que déjà que le catalogue est pas tout jeune. Non, c'est vrai. 7e place, la Sea Dweller. Ça fermera la porte pour nous des versions de plongée de chez Rolex. En 5e place, la 1908, parce que je pense qu'elle doit faire encore un peu ses preuves. Mais qu'elle est très intéressante. Et puis très irréaliste aussi, hein, faut pas se mentir. Ah, j'ai raté la 6e place, c'est la Daytona. J'ai fait exprès, histoire de... Okay. Non. 6e place, c'est la Daytona. Icône de ouf. Mais 6e sur 15 quand même, hein, c'est pas dégueu. Non, c'est très bien. Mais bon, moi, il y a tellement d'autres chronographes que je ferais le choix avant de sélectionner une Daytona dans ma vie. Rien que pour ça, c'est déjà bien qu'elles sont en 6e place. C'est déjà pas mal. 5e, la 1908, comme je vous le disais tout à l'heure. On l'avait fait, ce classement Rolex, dans un live. Donc ça date d'il y a quelques mois. Et il a évolué un peu. Et je me souviens que j'avais été beaucoup plus dur avec la Daytona. Ouais, exact. En 4e place, la Day-Date, bracelet iconique, montre iconique, mais elle faisait un peu doublon avec la Day-Just. Ouais, et puis un peu hors sol, un peu à la 1908, même défaut, hein, on va pas se mentir. La 3e, l'Explorer 1, et donc c'est fait partie du top 3, donc c'est pour nous une montre qu'on pourrait totalement repartir avec, elle a gardé des mots au poignet. Des années même. En 2e et en première position, c'est là où on s'est vachement battu, Alexis et moi, mais on y est arrivé. La 2e, on a l'Oyster Perpetuel. Alexis le disait, c'est la montre la plus emblématique, c'est là où de tout est parti. La base, aucune erreur possible en choisissant le store perpétuel, c'est Rolex. Voilà. Et j'ai motivé Alexis à choisir avec moi la Datejust en première position, puisque pour nous, c'est un peu la montre parfaite. C'est l'élégance. La montre la plus polyvalente. Et faites peut-être cet exercice chez vous, mais si vous fermez les yeux, moi, je suis désolé, mais il y a un seul modèle qui me vient en tête, c'est la Datejust. Donc sur ce... On s'est quand même vachement bien amusé. Ouais. On vous rappelle que cette vidéo est à prendre au 4e, du 6e, du 8e degré. Puissance racine carrée de 2. Voilà, exactement. Non, puissance 2. C'est pour se marrer. En même temps, c'est cool parce que ça nous permet, Jonas et moi, de nous challenger un peu, ce qu'on fait déjà un petit peu tous les jours en off, hors caméra. Là, c'est l'occasion de nous voir un peu débattre. Puis d'avoir nos arguments aussi quant au fait de pourquoi on place telle et telle montre à tel et tel emplacement. Et ça a beau être des sujets de vidéo, parce qu'on va essayer de décliner ça sur d'autres choses. On vous peut-être aussi classement du coup de marque et pas simplement de collection au sein d'une marque, mais de marque. Voilà, dans un délire, dans un toutes les marques sportives. Enfin bref, on verra. Je pense que c'est le moment idéal pour les personnes de mettre en commentaire les idées qu'il y a parce qu'on est en pleine construction de ce projet. Tout à fait. Et puis ça nous empêche pas, malgré le fait que ce soit un sujet un peu simple, on va pas se mentir, un peu tranquillou, de temps en temps placer des petites brides d'histoire, des petites notions de valeur, de choses qui nous touchent, Jonas et moi, ou pas, et vous expliquer un petit peu plus pourquoi. C'est hyper important, vous le savez, si vous nous suivez sur cette chaîne YouTube Watch Art, c'est que vous êtes aussi sensible à certaines valeurs, et ça on vous remercie, et oui, on y tient, et c'est important. Et on va conserver ça jusqu'au bout sans faute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. On compte sur vous pour nous suivre, on en a vraiment besoin, d'autant plus en ce moment. Allez checker un petit coup notre site internet watcharch.com, dans lequel vous retrouverez des bracelets faits main à Genève, des bijoux vintage issus de différents artisanats. À l'approche de Noël, ça peut être assez cool. Un petit cadeau pour soi-même, pour les autres. Des montres aussi qui sont présentes sur Instagram. Abonnez-vous sur nos autres plateformes. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.